悪魔を呼び出した。ディスプレイから実体化するデジタルデビルと転生した恋人たちの戦いを描く SF ホラーアニメ決定版デジタルデビルストーリー女神転生。恋人たちよ、アスカへ帰れ。Salut. Bon, ça va faire un peu bizarre, je sais pas trop comment tout ça va rendre, mais bref, c'est ma première vidéo, soyez indulgents avec moi. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler des mégathèmes. Beaucoup, même si ce nom vous ne dit pas grand chose, vous devez quand même en connaître certains de noms, comme la série Shin Megami Tensei, avec son 5ème opus Shin Megami Tensei 5 Vengeance, sorti l'année dernière, ou, pour la plupart d'entre vous, vous devez connaître sa série dérivée, le spin-off Persona, débuté en 96 avec Megami Ibunroku Persona sur PS1. Même si la série telle on la connaît aujourd'hui a commencé à prendre sa formule à partir de Persona 3, sorti sur PS2 en 2006. Évidemment, si la série est connue comme elle l'est comme aujourd'hui, c'est surtout à cause de son 5ème opus, Persona 5, sorti en 2016, et de sa version améliorée Persona 5 Royal, sorti en 2020. Mais ce n'est pas de Persona dont on va parler aujourd'hui. Vous devez savoir, comme dit précédemment, que cette série est un spin-off dérivé de la série principale Shin Megami Tensei. En revanche, il faut savoir qu'à l'origine de tout cela, il y avait autre chose. Une autre série de jeux avant Shin Megami Tensei, le jeu à l'origine des mégathèmes, Digital Devil Story, Megami Tensei. Mais avant de continuer, je pense qu'il est important de faire le point sur un sujet. Certains d'entre vous doivent se demander, mais qu'est-ce qu'un mégathème? Eh bah, on va revenir sur cela. Les mégathèmes, c'est le nom donné de tous les jeux qui viennent de la série Megami Tensei et Shin Megami Tensei. Cela comprend tous leurs spin-offs qui en ont découlé, ce qui inclut les Megami Tensei, les Shin Megami Tensei, les Devil Summoner, les Digital Devil Saga, la série Persona, la série Last Bible, la série des Devil Children, la série Majin Tensei, la série Digital Devil Saga, des Devil Survivor, et tous les autres jeux un peu uniques qui sont sortis. Tout a commencé le 11 septembre 1987 avec la sortie de Digital Devil Story Megami Tensei exclusivement sur Famicom. Pour ceux qui ne savent pas, la Famicom, c'est le nom donné au Japon à la NES. Enfin, cela a presque commencé avec Megami Tensei. Il faut savoir que Megami Tensei, le jeu, est une adaptation de la série de romans du même nom. Enfin, surtout de son premier tome. Et donc, il me semble important de faire un point sur cette série de romans avant de commencer. Digital Devil Story Megami Tensei est une série de romans publiée entre 86 et 90, écrite par Aya Nishitani en 85. Aya Nishitani d'ailleurs est très active sur les réseaux aujourd'hui, notamment Twitter, et la série de romans a été illustrée par Hiroyuki Kitazume, connu notamment pour ses chara-designs sur la série Gundam. Megami Tensei, la série de romans, a été publiée par la société Tokuma Shoten, fondée en 1954. Voilà, maintenant que tout le contexte est posé, on va enfin pouvoir parler du jeu en lui-même. Et donc, pour commencer, on va parler du synopsis de Megami Tensei 1, sans trop rentrer dans les détails pour éviter de spoiler. Megami Tensei 1 nous raconte l'histoire de Akemi Nakajima, un lycéen de génie qui a mis au point le programme d'invocation de démons, qui est un élément qui revient énormément dans les mégathèmes. Pour faire simple, tout cela va mal finir, et lui et Yumiko vont devoir rentrer dans divers donjons comme le plus connu du jeu, Daedalus, vu que c'est par lui qu'on commence l'histoire, pour chasser Loki et surtout Lucifer, histoire de ramener la paix dans le monde. Loki et Lucifer seront accompagnés de divers démons, comme le Minotaure, Medusa et tant d'autres encore. Voilà pour un synopsis global du jeu, pour ne pas rentrer dans les détails.
Pour cela, je vous laisse vous diriger vers la vidéo de Marche, qui résume extrêmement bien l'histoire du jeu. Maintenant, passons au prochain point. Et donc, maintenant que le synopsis est posé, on va pouvoir parler du gameplay. Digital Devil Story Megami Tensei est un JRPG. Celui-ci est d'ailleurs le 3e de la console. Il est sorti quelques mois après Dragon Quest 2 et 2 mois avant le premier Final Fantasy. Ça en fait donc une mécanique originale, car dans ce jeu, ça a été pour la première fois sur un JRPG que l'on pouvait personnaliser totalement son équipe. On pouvait personnaliser les statistiques de Nakajima et de Yumiko, mais en plus, personnaliser son équipe en recrutant jusqu'à 3 démons simultanément dans l'équipe. Ce qui en faisait le JRPG à l'époque où on était le plus libre dans la personnalisation de son équipe. Il est important de préciser qu'il y a 2 éléments de gameplay principaux qui font l'identité des Megaten, qui étaient là dès le début avec Megami Tensei 1. Si vous avez déjà joué à un Megaten, un peu moins personnel parce que ces mécaniques sont un peu oubliées, enfin, surtout la première des deux a été oubliée dans beaucoup de personnages modernes, ces 2 mécaniques font donc, comme j'ai dit, l'identité des Megaten. La première de ces mécaniques est la négociation avec les démons, qui, comme dans son nom, veut dire, on peut négocier avec des démons dans l'espoir de les recruter, avoir des items ou obtenir de l'argent. Il faut préciser que les négociations peuvent être influencées par d'autres éléments comme la phase de la lune, notamment quand on est en pleine lune, les démons vont tendance à être énervés et donc ne vont même pas vouloir négocier. Ou alors, inversement, quand on est en phase de nouvelle lune, les démons vont être de très bonne humeur et les négociations auront beaucoup plus tendance à se dérouler en notre faveur. Ils vont parfois même directement accepter sans contrepartie. Oui, parce qu'il faut préciser que dans les négociations, c'est très souvent le démon réclame de l'argent ou des items et toi, la plupart du temps, tu dois dire oui, sinon il veut juste te fracasser. Voilà, c'est très simple. Et donc, comme j'ai dit, à l'instar de ces négociations, la plupart du temps, c'est pour recruter le démon. Une fois que ce démon a été recruté, on pourra l'utiliser comme un membre à part de l'équipe. Mais il faut savoir que dans Megami Tensei, on ne peut pas faire monter en niveau les démons, et donc on ne peut pas augmenter les statistiques. Donc, au bout d'un moment, on va devoir obligatoirement renouveler son équipe, soit en recrutant d'autres démons, ou en utilisant la deuxième mécanique de gameplay qui fait l'essence des Megaten et qui là est beaucoup plus présente même dans Persona. C'est une mécanique, bien entendu, vous voulez savoir ce que c'est, si vous connaissez un minimum les Megaten, c'est bien évidemment la fusion de démons, qui, c'est dans son nom en fait. Voilà, on va pouvoir fusionner 2 démons ensemble pour créer un démon soit plus puissant ou avec juste des statistiques différentes qui peut nous arranger, etc., etc. Donc ça peut soit être un moyen de créer un démon plus puissant parce qu'on veut l'avoir, ou par exemple de faire de la place dans son équipe. Beaucoup de moments, dans Megami Tensei, on va avoir des moments où on a trop de démons dans son équipe et on peut plus en recruter. Un petit point sur l'exploration du jeu aussi. Le jeu est un dungeon crawler, comme je l'ai dit, à la première personne, comme les premiers Wizardry, par exemple. Mais il faut aussi dire que, tout comme Wizardry et Ultima 1, les donjons du jeu sont très très labyrinthiques, et souvent le joueur devra faire ses propres cartes. Je précise que le jeu possède quand même un système de mapping, mais le système de mapping du jeu étant très limité, je conseille fortement de faire les cartes à la main. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait personnellement. J'ai moi-même dessiné mes propres cartes à la main, sur papier, quand j'avais exploré le jeu. Après, en étant honnête, de nos jours, un joueur moderne qui va s'essayer au jeu va souvent utiliser des cartes disponibles sur internet, directement sur GameFAQs, par exemple, qui, personnellement, moi-même je l'avoue, m'a été très utile à certains moments. Une autre mention me semble nécessaire. Cette fois-ci, sur les démons du jeu.
dans Megami Tensei 1 sur Famicom, on va rencontrer un large panel de démons. Il faut préciser que la plupart du temps, les sprites de ces démons seront soit des réédits d'autres sprites ou juste des color swaps. Évidemment, cela est dû aux limitations de l'époque, comme dans des jeux comme Dragon Quest, ou même, on le verra après, dans le premier Final Fantasy. Malgré cela, Megami Tensei 1, par rapport aux autres jeux de son temps, possédait quand même un très large panel d'ennemis. La bande originale du jeu a été composée par Masuko Tsukasa, compositeur qui a rejoint Atlus en 86 et qui a accompagné dans la majorité des Megaten jusqu'à Devil Summoner sous la cœur. C'était un énorme fan de rock, comme Boston et d'autres. Selon ses dires, il a aussi peut-être été inspiré par tous les films qu'il visionnait à l'époque, notamment des films hollywoodiens ou des films d'horreur. Il a notamment cité dans une interview le film Suspiria. Ou même, il a directement avoué qu'il avait reçu comme directive de s'inspirer des musiques de Metroid, premier du nom. Notamment avec Mazurka Corridor. Excusez-moi pour la prononciation. Vous trouverez bien évidemment en description le lien de l'interview. Voilà. Après, je ne vais pas forcément faire une analyse extrêmement détaillée de la bande originale de Megami Tensei, notamment parce que je n'ai pas assez de connaissances en termes de musique pour faire une analyse détaillée du jeu. Mais, dites-moi si cela vous intéresse que, à l'avenir, je fasse des vidéos analyses des bandes originales de plusieurs Megaten. Pourquoi pas qu'on pourra faire cela, ça peut être très intéressant. Je vais juste dire qu'à titre personnel, j'aime beaucoup la bande originale de Megami Tensei 1. C'est pas forcément ma préférée de la console, ma préférée de la console étant la bande originale de Megami Tensei 2 que j'adore absolument. Celle de Megami Tensei 1, je la trouve quand même très efficace pour l'époque, notamment sur une console qui était assez limitée techniquement, et qui, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de computers qui innovaient avec. Donc, rien que le style des musiques était assez étonnant pour un jeu de cette époque. Donc, rien que pour ça, on valide. Je précise aussi que le compositeur a avoué, pour les musiques de combat, il s'était dit, les combats de manière générale, dans les jeux d'exploration 3D comme Megami Tensei, sont relativement des combats courts. C'est pour cela qu'il avait préconisé de faire des thèmes courts, avec des boucles courtes qui se répètent assez souvent, car il avait déjà conscience à cette époque qu'un combat n'allait pas durer très longtemps, à part les boss. Avant de passer à mon avis sur le jeu, il me semble important de parler des autres éditions qu'a eu le jeu. Je vais parler d'abord des éditions qui sont des éditions dérivées du jeu Famicom. Megami Tensei sur Famicom a eu le droit à un remake sur Super Famicom en fin de vie de la console. C'était le dernier Megaten de la formule principale sorti sur la console. En 2005 au Japon, Megami Tensei a aussi eu le droit à un portage sur Flip Phone. En 2006, ce portage Flip Phone est sorti en Chine. C'est d'ailleurs avec cette version chinoise qu'on peut jouer aujourd'hui. Elle a juste, pour défaut, de 3 donjons du jeu, voilà, mais c'est la seule qui est jouable aujourd'hui. On sait que ces donjons existent pas, car on peut trouver des screens de ces donjons sur le wiki, mais voilà. Je ne vais pas donner mon avis sur la version Super Famicom du jeu, car je ne l'ai pas encore faite. Je peux vous dire par contre que la version Flip-On que j'ai faite, vu qu'elle est très courte, et honnêtement, n'a pas grand intérêt aujourd'hui, à part la curiosité. À l'époque, elle avait un intérêt, notamment parce que c'était portable, mais aujourd'hui, plus que n'importe qui peut émuler la Super Famicom ou la Famicom sur son téléphone, en dehors de la curiosité, la version Flip Phone n'a quasiment aucun intérêt. Elle coupe la majorité des musiques et des donjons, mais je précise quand même que pour le support sur lequel c'est sorti, je trouve personnellement ça extrêmement impressionnant. C'est quand même super fort d'avoir réussi à faire ça sur un flip phone. Il faut savoir aussi
que Digital Devil Story Megami Tensei sur Famicom n'est pas la première adaptation du roman de Aya Nishitani. En 87, déjà, on a eu l'OAV animé qui dure à peu près 42 minutes de souvenirs, disponible aujourd'hui sur YouTube. Je ne l'ai pas encore vu, mais si vous êtes intéressé par une vidéo critique à l'avenir, n'hésitez pas à me le dire. Il faut aussi savoir que Megami Tensei sur Famicom n'est pas la première adaptation au jeu vidéo du roman d'Aya Nishitani. La même année, une autre version du jeu est sortie, souvent appelée version Telenet. Elle est sortie notamment sur MSX, PC88, CD-ROM et d'autres supports. Si je ne parle pas de cette version comme étant l'origine des Megaten, c'est surtout parce que elle n'a pas été développée par Atlus, qui a développé par la suite la majorité des Megaten, et ne présente pas les mêmes mécaniques de gameplay. C'est juste une autre adaptation du conte original. Maintenant que je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire, même si je ne suis pas rentré dans les détails sur certains points, car je ne veux pas aller trop loin pour une première vidéo. Peut-être qu'à l'avenir, un jour, je referai la vidéo avec beaucoup plus de détails techniques quand j'aurai pris de l'expérience. Maintenant, on va pouvoir passer à, enfin, mon avis sur le jeu. Alors, comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, le jeu aujourd'hui n'est peut-être pas adapté à un joueur moderne. Notamment, les négociations peuvent être très frustrantes, car aujourd'hui, on a souvent l'impression qu'elles sont aléatoires, les résultats qu'on n'influent pas beaucoup. De même pour l'exploration, le jeu est très labyrinthique, ce qui a tendance à frustrer les joueurs modernes, où on comprend par la main, hein, voilà, faut l'avouer. Mais de plus, le jeu en plus est labyrinthique, mais il y a souvent des pièges, et ces pièges sont invisibles, ce n'est même pas comme les sols empoisonnés dans Dragon Quest. Là, s'il y a un piège qui te ramène à l'étage précédent, ou qui t'empoisonne, tu n'as aucun moyen de le savoir avant de passer par-dessus. Cela peut être très frustrant quand on joue. Cependant, personnellement, l'année dernière, en 2024, quand j'ai fait le jeu m'a quand même marqué, car déjà, je me suis remis en condition d'époque. Pour l'époque, le jeu est quand même assez impressionnant, et puis même, à l'époque, il faut savoir que je m'étais mis en tête de faire un guide français du jeu, et donc j'avais vraiment fait moi-même toutes mes cartes, rien que ça, c'était une expérience de folie, de faire une immersion dans les conditions d'époque, de dessiner ces cartes sur papier. Je faisais aussi, comme vous voyez sur les screens ci-dessus, je faisais des screens de chaque interaction avec les PNJ, avec le décor, les coffres trouvés. Vraiment, ça c'était une expérience assez folle. Et puis même, le jeu, encore aujourd'hui, il a une ambiance assez folle que j'ai retrouvée dans peu de jeux. Mais vraiment, avec le temps, qu'est-ce que Nakajima et Yumiko me manquent. C'était vraiment quelque chose d'unique aujourd'hui. Il y a une vraie... je ne sais pas comment dire, une certaine mélancolie un peu dans le jeu. Mais personnellement, ce qui m'a fasciné, c'est vraiment d'explorer un jeu aussi vieux. Voilà, d'explorer l'origine des Megaten qui m'ont tant fasciné, de voir que énormément d'éléments de gameplay étaient déjà là à l'époque. C'est sincèrement fascinant. Voilà, après, je suis désolé, je suis très nul pour donner mon avis. Voilà, si vous me connaissez les réseaux sociaux, vous devez savoir que moi, j'aime beaucoup de choses et c'est très rare de me voir pas aimer quelque chose. Voilà, aujourd'hui, je reconnais évidemment qu'un joueur moderne n'aimerait pas forcément Megami Tensei sur Famicom en dehors de la curiosité historique. Je recommanderais beaucoup plus personnellement le remake sur Super Famicom que j'ai effleuré vite fait, mais qui a l'air déjà beaucoup plus agréable à manier pour un joueur moderne. Mais voilà, je peux pas m'empêcher d'avoir adoré le jeu et vraiment d'être fasciné par Nakajima et Yumiko. Maintenant, un petit message de fin de vidéo. Voilà, que c'est totalement de l'impro. Là, je n'ai aucun texte, comme précédemment. Juste déjà, en première, pour dire merci d'être resté là, s'il y a des personnes qui sont restées là, même si j'imagine qu'il y aura pas beaucoup de monde, mais voilà, merci d'être resté jusqu'ici, et voilà, n'hésitez pas à donner votre avis, ça m'aiderait beaucoup, c'est la première vidéo que je fais, il faut savoir que je ne la fais pas dans les conditions optimales, vu que
voilà, je l'ai déjà dit sur Twitter, par exemple, quand j'ai annoncé la vidéo, je n'ai plus d'ordinateur, il est mort, et donc j'ai dû faire toutes les recherches pour cette vidéo, toute l'écriture et tout le montage sur un téléphone. C'est pour cela que cette vidéo est à titre expérimental et que les vidéos à l'avenir se feront plus souvent sur ordinateur. Maintenant, la suite logique voudrait que je parle de Megami Tensei 2 dans la prochaine vidéo. Mais si vous me connaissez du coup des réseaux sociaux, vous devez savoir que Megami Tensei 2 est un jeu extrêmement cher à mon cœur, et vu que je veux vraiment lui rendre honneur, je ne pense pas que ce sera la prochaine vidéo, je ne pense même pas qu'elle sortira cette année, la vidéo sur Megami Tensei 2. Voilà, ce sera sûrement sur un autre, car il faut savoir que Megami Tensei 2 est un de mes jeux préférés de tous les temps. C'est pour ça que je veux vraiment essayer de lui rendre le plus honneur que je peux avec des vraies conditions de montage, c'est-à-dire un ordinateur. Bref, encore une fois, merci d'être resté là. N'hésitez pas à me donner des conseils, des critiques, voilà, pour à l'avenir améliorer les vidéos. Et bah tout ce que j'ai à vous dire, c'est bah merci beaucoup. Et, et salut! Salut!